my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about freedom, I'm talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Anyone tries to take it away will have to answer, 'cause this is my right. I'm talking about freedom, talking about freedom. I will fight for the right to live in freedom. Yeah. Alors, ces mines-là, elles sont là, en effet, pour terroriser un peu l'ennemi. Mais là où c'est dégueulasse, c'est qu'on s'en sert maintenant dans certains pays, tels que le Cambodge ou dans certains pays d'Afrique, on s'en sert contre la population civile, pour éviter que la population civile puisse se déplacer. Et donc ce sont des civils, ce sont des gosses qui en sont victimes. Alors avec cette utilisation-là, cette utilisation qui n'est pas militaire, qui n'a rien à voir avec la stratégie militaire, j'y trouve forcément dégueulasse. Au début des années 90, au fond, j'ai eu au sein de mon organisation des réactions très fortes de la part, surtout de médecins, infirmières, en disant nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il faut éviter ce carnage. Et j'ai lancé un appel pour, je le disais en anglais, le total ban, la prohibition absolue des mines antipersonnelles. Quand vous avez vu des enfants qui viennent de perdre les jambes ou les bras ou quelquefois la vue pour avoir innocemment joué avec des engins comme ça, vous ne pouvez pas rester complètement indifférent. Je pense à ce que je ressentirais si mon enfant ou mon frère, ou même ma sœur, perdait une jambe ou un bras. On estime qu'il y a entre 60 et 70 millions de mines antipersonnelles réparties dans au moins 70 pays. Les mines antipersonnelles tuent ou blessent environ 20 000 civils chaque année, incluant 8 à 10 000 enfants. Cette crise mondiale des mines antipersonnelles est un des défis les plus urgents que le monde doit relever aujourd'hui. Et c'est, au fond, lors de mes premières missions en 86-87 que j'ai été très affecté par ceux qui étaient les victimes des mines. Toutes ces personnes amputées qui étaient sans avoir vraiment l'assistance qu'il fallait. Une assistance qui devait être de caractère physique, orthopédique, mais aussi une assistance sociale, dans le sens de la réintégration.
ហើយនៅហ្នឹងហើយហើយបើហើយស្អែកបំពាក់បានហ៎ស្អែកបំពាក់បានទេមើលទៅចឹងចឹងCe sont les enfants et tout l'environnement familial qui est affecté. Je ne veux plus voir cette souffrance-là à la surface de la Terre. Je suis l'ambassadrice de la campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles et tous ensemble, nous avons reçu le prix Nobel de la paix en 1997. Tout cela sont les conséquences de ce que nous, en tant que société civile, avons accompli en montrant notre présence. Nous disions, nous sommes là, nous faisons partie de la communauté internationale. Nous voulons aider à définir l'espace dans lequel nous voulons vivre. Cela ne relève pas du ressort du gouvernement. Vous travaillez pour nous. Nous faisons partie intégrante du processus. Nous tenons à exercer nos droits à la fois comme citoyens de notre pays et comme citoyens de cette terre. Nous avons montré que, pour des causes importantes, les populations peuvent se dresser, elles peuvent prendre position et aider à faire à ce que ce monde soit un monde meilleur. Je me réjouis de voir ce que nous avons accompli pour ce qui concerne les mines antipersonnelles. C'était vraiment un moment extraordinaire. Je m'empresse de dire, après, on est un peu retombé parce qu'il fallait voir qu'est-ce qu'on allait faire avec ce prix Nobel. Comment est-ce qu'on allait gérer à la fois ce statut de Nobel, mais aussi qu'est-ce qu'on allait faire avec cet argent, puisqu'on était 1400 organisations à être récipiendaires du prix Nobel. Donc on n'avait pas c'était une coalition informelle, sans secrétariat, sans compte en banque, et donc il a fallu inventer des choses, des structures pour tirer le meilleur parti de ce prix Nobel et ne pas laisser ce prix Nobel s'évaporer dans la nature, mais en faire je dirais un instrument dans notre combat politique pour notamment l'interdiction des mines, mais plus largement pour une implication plus grande de la société civile dans la diplomatie contemporaine. Je suis assez fier du travail qui a été fait, parce que cette prise de conscience, ce renversement de tendance, ce traité international, c'est quelque chose qu'il fallait faire, il fallait commencer par là. Mais le travail à faire pour demain, c'est que toutes ces belles conférences internationales, tous ces textes signés, changent quelque chose pour une famille cambodgienne qui n'aura plus peur d'envoyer ses gamins tout seuls pour aller à l'école ou pour aller chercher de l'eau. Un monde sans mines est un monde que nous pouvons atteindre tous ensemble. Nous ne pouvons pas laisser ça à nos gouvernements. Nous devons faire quelque chose en tant que citoyens. Si on avait laissé faire les gouvernements, il n'y aurait jamais eu de traité d'interdiction des mines. Si on laisse faire nos gouvernements, peut-être qu'il n'y aura plus de mines antipersonnelles. Mais c'est sûr et certain que ça ira plus vite si vous vous impliquez. Le travail n'est pas fini. Nous n'avons pas du tout résolu le problème des mines. Alors il faudrait que ces pays-là se remettent autour d'une table et ratifient les accords d'Ottawa, parce que malheureusement tous les pays, je crois qu'il y a une quarantaine de pays au monde, et pas des moindres, puisqu'on parle de la Russie et des États-Unis, qui n'ont pas signé les accords d'Ottawa. Alors il faudrait qu'ils les signent. Toutes les 22 minutes dans le monde, quelqu'un, quelque part, est tué ou blessé par une mine antipersonnelle.